Ben, le passage, c'est... Ouais, donc la comparaison impossible, superflue, nuisible. D'abord, j'aimerais remercier vous d'être venus et puis le Centre Émile Durkheim de m'avoir accueilli. Donc on va faire la partie pro-comparaison de l'après-midi. Et je vais commencer tout de suite avec des histoires un peu mesquines de définition du sujet. C'est-à-dire de quelle comparaison parle-t-on, sachant qu'on a à peu près 4 grandes idées, quatre sens qu'on donne au mot comparaison dans les sciences sociales. Enfin, il y a beaucoup d'autres sens, mais je me concentre sur les 4 premiers. D'abord, l'idée de comparaison méthodologique. Donc ici, je cite évidemment le cadre de l'étape. Nous n'avons qu'un moyen de démontrer qu'un phénomène est cause d'un autre, c'est de comparer les cas où ils sont simultanément présents ou absents. Et donc l'idée de comparaison méthodologique, c'est l'idée qu'il est quasiment impossible de faire des sciences sociales sans avoir une démarche comparative, c'est-à-dire que toutes les sciences sociales font de la comparaison, parce que soit on a 2 cas, soit parce qu'on a, je sais pas, par exemple, un échantillon avec 1020 sondés, etc. Enfin bref, et on compare toujours entre eux, et d'une certaine façon, toute démarche de sciences sociales est une démarche de comparaison, donc tout le monde fait de la comparaison, donc personne ne fait de la comparaison, donc j'écarte cette question de la comparaison, cette définition de mention de comparaison méthodologique, qui est typiquement une façon de faire la comparaison, tout en restant dans un cadre stato-national, où on étudie par exemple que la France, ou que la Bulgarie, ou que etc. Et donc on est... Le deuxième point, c'est l'idée de comparaison implicite. C'est l'idée d'étudier un phénomène dans un autre pays. Donc c'est Area Studies, c'est l'anthropologie. Donc c'est étudier, je sais pas, par exemple, les réformes agraires au Botswana, ou faire comme Lewandowski, étudier les argonautes du Pacifique. C'est l'idée d'avoir un chercheur d'un pays, par exemple la France, l'Angleterre, la Pologne, l'envoyer ailleurs, étudier ailleurs, et en fait pratiquer une forme de comparaison implicite par le simple fait que la personne est française ou polonaise ou anglaise et se retrouve chez les argonautes du Pacifique, au Botswana ou peu importe. Et donc, cette idée de comparaison implicite, on voit beaucoup quand on dit qu'on fait de la comparaison. Par exemple, des gens qui disent qu'ils font de la comparaison parce qu'ils étudient, je sais pas moi, les frontières en Europe, en Asie centrale, etc. J'ai quelqu'un qui a été recruté récemment sur ce sujet. Donc voilà, c'est l'idée de comparaison implicite. C'est encore une définition de la comparaison. Nous, c'est pas de ça qu'on parle. Nous, on va parler de la comparaison du même phénomène dans 2 pays différents. Par exemple, blablabla, une comparaison France-Allemagne. Alors France-Allemagne, ou France-Allemagne, États-Unis, ou etc. Enfin, peu importe les configurations. Mais donc l'idée d'étudier, par exemple, je sais pas, les naissances en mariage en France et en Allemagne, et donc, pareil, les phénomènes sur toutes les dimensions, on peut les comparer. C'est cette idée de la comparaison qu'on va retenir. Il y a une 4e idée de la comparaison, qui n'emploie pas vraiment le mot d'ailleurs de comparaison, c'est l'idée de dépassement de la comparaison par les études du transnational et toutes les réflexions sur le nationalisme idéologique. Ici, c'est l'idée qu'on remet en cause radicalement le principe selon lequel les sciences sociales ne doivent pas utiliser comme point de départ l'unité d'analyse stato-nationale. Donc ça veut dire que l'État-nation est un accident historique, que c'est une forme, et que les sciences sociales n'ont pas en fait à solidifier cette forme contingente historique sous prétexte que les États feraient tout ce qu'ils peuvent pour que ces formes soient solidifiées, notamment avec de la statistique publique qui publie des données par pays, donc qui fait qu'on pense par pays parce qu'on a des données par pays, mais qui est un pur en fait accident de Et donc on a ici 2 grandes logiques. On a une logique plutôt I2ALais dans laquelle on va partir de l'État-nation pour aller vers le transnational en étudiant la circulation des savoirs, etc. Et une logique plus sociologie politique internationale marxiste, type Saskia Sassen, type Didier Bigot, où au contraire on va radicaliser l'idée de forme stato-nationale comme contingence historique, et on va partir comme point de départ de toute discussion le fait transnational, et expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette forme contingente État-nation qui s'est développée. Et donc on va étudier les frontières, on va étudier les frontex, etc. Bigot, je crois qu'on a un Bigot Boy ici, pas dedans d'ailleurs.
Salut, camarade. Donc, nous, on ne va pas parler de cette dernière dimension. Parce que dans cette dernière dimension, évidemment, la question de la comparaison, elle ne se pose même pas, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'elle ne se pose pas parce qu'en fait, c'est une façon complètement périmée de penser. Et or, il me semble que les débats qu'on a sur la comparaison, quand on a des débats pro et anti-comparaison dans notre communauté scientifique, on a plutôt des débats entre des gens qui pensent que c'est pas bien de comparer la France et l'Allemagne. Pas parce que la France et l'Allemagne sont des formes nationales contingentes historiques dépassées, mais parce qu'on veut d'abord étudier la France. Bon, c'est pour ça, c'est voilà comment je cadre cette discussion. Et donc les gens qui font des RI, évidemment, bon, c'est même pas la peine qu'ils s'intéressent à ce qu'on... Enfin, je veux pas... Enfin, si, ils peuvent s'intéresser, mais où est-ce que je fais ça part. François tient beaucoup à la répartition équitable des parties, donc je présente une autre moitié de l'introduction. Donc c'était pour dire 2-3 mots sur l'objectif en fait, de cette présentation et de l'article qu'on est en train d'écrire. On est parti de l'observation qu'il y a eu un essor spectaculaire au cours des dernières décennies des recherches comparatives en sciences sociales, donc ça a été en histoire, en sociologie, en sciences politiques aussi. Et on est en train de... Bon, il y a déjà des méta-analyses qui l'ont montré dans plusieurs sous-champs. Par exemple, moi je travaille sur les partis politiques. Il y a plusieurs méta-analyses qui ont quantifié ça et c'est vraiment spectaculaire depuis les années 80. Et on est en train de réfléchir à la manière de le faire en comparant justement dans plusieurs pays. Il y a donc cet engouement pour la recherche comparative, ça s'est traduit par la multiplication de programmes de recherche comparatifs et de réseaux de recherche comparative. Donc, par exemple, dans mon domaine, il y a le Comparative Manifestos Project qui collecte des données sur les programmes électoraux dans, entre-temps, une cinquantaine de démocraties. Par la multiplication des publications, bien sûr, comparatives, et même la création de revues entièrement consacrées aux recherches comparatives. Donc on connaît Comparative Political Studies ou Comparative European Politics pour les revues anglophones, entre autres. Et en France, on a la RIPC notamment. Et on sait que les autres revues, on a regardé par curiosité les derniers numéros de pas mal de revues, publient beaucoup de papiers comparatifs. Donc il y a un vrai engouement. La création de réseaux, de financement, et même de laboratoires comme les nôtres qui mettent la démarche comparative au centre de leur approche. Et derrière ça, il y a bien sûr des raisons scientifiques, donc on en a déjà parlé, il y a les arguments d'Emile Durkheim entre autres, ou tout simplement l'idée d'aborder un objet avec un regard décentré. Mais il y a aussi derrière des considérations pratiques. On sait qu'aujourd'hui c'est plus facile avec Internet d'accéder aux données, d'accéder au terrain, de communiquer avec des chercheurs des autres pays. Le coût de la mobilité est moindre. Voilà, donc on se déplace plus pendant nos études, donc on parle plus de langues. Bon, il y a tout ça. Mais on sait très bien aussi qu'il y a aussi des considérations stratégiques derrière, avec une logique du financement de la recherche qui favorise énormément la comparaison. Et donc, on sait qu'il y a quelques laboratoires dits d'excellence, en tout cas au niveau global, qui monopolisent vraiment beaucoup de financement. On sait qu'il y a des appels qui sont créés spécifiquement pour des recherches comparatives, alors que d'autres laboratoires qui, eux, proposent des monographies nationales, ont la portion congrue des financements. Voilà. Donc, ah oui, voilà, pardon. Donc la question qu'on s'est posée, c'était d'une part, est-ce que la comparaison est vouée de ce fait, dans ce contexte, à devenir hégémonique? Et deuxièmement, quelle est sa légitimité épistémologique? Et on s'est posé ces questions parce que finalement, peut-être à cause de ce contexte et peut-être en réaction au contraire à ce contexte-là, il y a un certain nombre de critiques qui subsistent. Je ne comprends pas pourquoi ça. Qui subsistent en France et ailleurs, mais notamment en France, avec 3 types de critiques que nous on a identifiées et qui reviennent assez souvent, selon lesquelles la comparaison serait premièrement impossible. Donc pour différentes raisons sur lesquelles on va revenir, la comparaison serait infaisable et donc elle ne serait même pas scientifique. La comparaison serait superflue, on n'aurait pas vraiment besoin, elle ne serait pas nécessaire à l'arsenal méthodologique des sciences sociales. Et le troisième argument, ce serait que pire encore, la comparaison serait nuisible. Elle serait nuisible à la fois à cause du contexte normatif dans lequel elle s'inscrit et des dérives possibles, et aussi parce qu'il y aurait une dilution entre la quantité des données et leur qualité. Et quand on veut traiter plus de cas, on est obligé de collecter plus de données. Voilà. Donc,
alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça? On s'intéresse à ces 3 critiques, on voudrait les discuter, examiner leurs présupposés et réfléchir au type de réponse possible, parce que c'est des critiques qui ont été adressées à la fois sur un mode vraiment académique, on connaît des publications qui se situent par rapport à ça, mais souvent, nous on les rencontre souvent sur un mode plus informel, en comité de sélection, quand on entend les conseils donnés aux candidats. Pour mettre les pieds dans le plat, moi quand j'ai passé le concours du CNRS, on m'a déconseillé de proposer une recherche comparée. Je sais qu'il y a des candidats à qui on donne des conseils différents, mais en tout cas, c'est des conseils qu'on peut rencontrer. Et aussi quand on soumet des papiers, dans les évaluations de papier, etc. Donc ça nous semblait intéressant d'expliciter ces critiques, d'essayer de les mettre noir sur blanc, même si ce n'est pas nous qui les formulons, d'y réfléchir, de les prendre au sérieux, et de voir si c'est vraiment nécessaire de questionner la comparaison, la légitimité de la comparaison internationale. Et sinon, bon, nous, ce n'est pas la réponse qu'on donne, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces critiques pour la pratique de la comparaison internationale. Et donc, juste pour être honnête, c'est quand même important de dire d'où on parle, et de présenter notre point de vue, qui est clairement celui de chercheurs qui pratiquent la comparaison internationale, même si François et moi, on ne pratique pas du tout le même type de recherche, on ne travaille pas du tout sur les mêmes sujets, ni avec les mêmes méthodes, mais en tout cas, on a tous les deux fait le choix de la comparaison internationale, et c'est de ce point de vue-là qu'on parle, voilà, pour que ce soit clair. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ouais. C'est vrai. Donc, première partie, théoriser l'impossibilité de la comparaison avec 2 arguments qu'on va voir en passant. L'argument discontinuiste, aussi appelé particulariste, culturaliste, mais je vais me focaliser sur le mot discontinuiste. Et puis l'argument de la cohérence des systèmes de relations. Alors l'argument discontinuiste, c'est un argument qui provient d'un article de Marc Maurice de 89, qui Marc Maurice était un des premiers sociologues qui travaillait vraiment sur un français qui était très engagé sur la question de la comparaison, au sens récent, et qui donc avait fait une typologie des approches comparatives avec un tableau à double entrée que je vais vous montrer dans une seconde, dans un slide, une opposition entre niveau d'analyse, micro-macro, je ne reviens pas là-dessus, et entre caractérisation de l'observation des faits, entre l'idée de continuité et de discontinuité. L'idée de continuité des faits, c'est l'idée que les faits sont les mêmes de chaque côté de la frontière. C'est-à-dire que si vous parlez par exemple des naissances en mariage en France, en Allemagne, vous voyez grosso modo, intuitivement, l'idée selon laquelle c'est pas exactement pareil, c'est pas vu exactement de la même façon, etc. Mais de loin, c'est un peu la même chose, la naissance en mariage. Et l'idée de discontinuité, c'est l'idée de dire que le même fait, vu de façon behavioriste, n'est pas le même des 2 côtés de la frontière. Par exemple, les naissances en mariage en Suède et en Afghanistan, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même sens, c'est pris dans des cultures complètement différentes qui font que c'est incomparable parce que ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est l'idée de discontinuité. Donc voilà, c'est l'idée que les faits sont faits même de la frontière. Et donc, avec l'idée de discontinuité, on a la critique de comparaison et comparaison parce que avec le postulat de discontinuité, on compare toujours les fameuses vessies et les lanternes. Donc, le schéma de Maurice 89, où donc Maurice cartographie les différentes approches de la comparaison, où il montre bien comment est-ce que, du point de vue de la continuité, d'un côté les grandes enquêtes, alors ce qu'il met dans fonctionnalisme, c'est les grandes enquêtes dans 50 pays, par exemple les enquêtes de valeur, on pose les mêmes questions dans 50 pays, avec est-ce que vous pensez que vous êtes pour ou contre, si, ça, est-ce que vous êtes plus ou moins heureux, etc., etc. Et on compare ensuite, on voit les résultats que ça donne, où là on postule que c'est complètement comparable. C'est-à-dire que poser la question, je sais pas moi, est-ce que vous avez confiance dans la police dans 50 pays, on postule qu'on pose la même question dans les 50 pays différents. Le postulat est critiquable, hein, mais c'est le postulat de la recherche. L'économie néoclassique, c'est donc au niveau micro, où là, on postule que les acteurs sont rationnels, etc. Et que donc, du coup, on peut évidemment comparer, les gens sont par théorie comparables, puisqu'on postule des acteurs rationnels qui maximisent leur satisfaction, etc. À l'opposé, la démarche culturaliste, elle présuppose que les faits sont insérés dans des réseaux de sens, de culture, de valeurs, etc. Et que donc, du coup, ils n'ont de sens que dans ce réseau, dans ce système de valeurs et de culture. Et que donc, du coup, on ne peut pas comparer
on ne peut pas... la comparaison est impossible à cause donc, de la discontinuité. Et donc cette version culturaliste de la discontinuité, où je vous ai pris... J'ai fait l'exemple de l'Afghanistan et de la Suède ouais, j'ai fait... Bon, voilà. Donc voilà, où c'est plus loin, bon. Où on voit bien l'idée intuitivement. Alors, ça pose évidemment la question de est-ce que toutes nos catégories de pensée sont irrémédiablement discontinues? C'est-à-dire que si on radicalise l'argument de la discontinuité, c'est-à-dire que tous les concepts qu'on utilise sont en fait des concepts culturellement situés. Et si tous nos concepts sont culturellement situés, donc on pense en fait uniquement avec des catégories, ce qu'en anthropologie on appelle les catégories émiques, c'est-à-dire les catégories indigènes. Et donc on n'a pas de catégories scientifiques, en fait on n'a pas de concept, on ne peut pas parler entre nous, on ne peut pas parler entre différentes sociétés ou différentes cultures selon qu'on définisse à partir de quand commence la discontinuité. Et évidemment, c'est un postulat qui nous semble quand même assez radical, et qui évidemment qui est une critique qui est utile pour critiquer par exemple les grandes enquêtes sur que pensez-vous de la police dans 50 pays, où là évidemment la question de savoir ce que les gens définissent par police dans chaque pays est hyper importante, parce que par exemple si on pense en France, il y a la police, la gendarmerie, la BAC, il y a tout un tas, il y a plusieurs formes d'organisation, etc. Et donc dans tous les pays on a des formes comme ça complexes, où en fait on ne sait pas, quand on pose aux gens la question, on ne sait pas à quelle question ils répondent. Et donc du coup, ça pose évidemment un problème que la critique discontinuiste met bien en évidence. Mais donc on pense que c'est un postulat qui est assez radical. Je vais passer là-dessus, parce que c'est un faux problème, et donc c'est pas la peine de passer du temps sur les faux problèmes. Je vais passer là-dessus aussi, puisque je viens de vous expliquer la critique des comparaisons dans 50 pays sur les enquêtes tout à l'heure, et je pense que c'est une question sur laquelle on est tous d'accord, ce qui est assez simple. Ensuite, il y a la solution que Maurice apporte dans son article suivant sur qu'est-ce qu'on fait de l'incomparabilité face aux discontinuités. Et Marc Maurice explique que ce qu'il faut prendre en objet, c'est la construction de l'incomparabilité. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans deux pays différents, les objets sont devenus incomparables. Quelle construction historique, etc. Voilà. Donc ça, c'est la solution de Maurice pour dire qu'en fait, aucun objet n'est incomparable, puisqu'on peut prendre comme objet, en fait, cette incomparabilité et la mettre en étude. C'est aussi l'idée de dire qu'on ne peut pas... en fait, il faut comparer pour pouvoir établir que ce n'est pas comparable, parce que finalement, toutes les nations, et on le voit avec le Sonderweg en Allemagne, l'American Exceptionalism, l'exception française, etc., toutes les nations aiment bien se penser spécifiques et singulières, mais finalement, c'est en comparant qu'on arrive aussi à l'établir. On ne peut pas partir du principe de cette particularité a priori. C'est mon idée. Ouais, non, c'est pas... Ensuite, il y a juste un dernier problème avec la question du postulat de discontinuité, c'est la question de sa désirabilité normative. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, quand vous avez toutes les critiques légitimes qui viennent du postulat de discontinuité, qui sont parfaitement légitimes, mais si vous prenez, par exemple, la question, quelque chose qui est moralement un peu sensible, comme par exemple les violences conjugales. Vous pouvez dire que les violences conjugales, c'est pas la même chose en Suède et en Afghanistan. Et là, vous êtes tranquille que, culturellement, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire l'argument que les violences conjugales, c'est pas la même chose en Suède et en Afghanistan. Mais vous pouvez aussi vouloir précisément casser ce fait que c'est pas la même chose pour dire non, mais si, c'est exactement la même chose, et c'est un postulat théorique de la démarche de postuler que c'est la même chose pour pouvoir établir le fait qu'il y a des violences conjugales possiblement hyper fortes en Afghanistan. Et donc l'idée de faire et là je sais tous les vieux débats sur le culturalisme, relativisme culturel, etc. C'est toujours la même discussion. Et je ne dis pas qu'il y a un truc qui est mieux que l'autre, je dis juste que ça pose ce problème à un moment, quand on fait un postulat de discontinuité, on va rentrer dans un problème de désirabilité normative de ce postulat de discontinuité. Ensuite, le deuxième argument qui théorise l'impossibilité de la comparaison, c'est l'argument de la cohérence de système de relations. Alors c'est un argument de Bourdieu, qui est dans Raison pratique, qui est en fait le premier chapitre de Raison pratique, qui est une conférence que Bourdieu donne au Japon à l'occasion de la traduction de la distinction à la fin des années 80. Et donc, je vous lis la citation. Donc, blablabla, que la comparaison n'est possible que de système à système et que la recherche des équivalences directes entre traits pris à l'état isolé, qu'ils soient à première vue différents mais fonctionnellement ou techniquement équivalents, comme le Pernod ou le Chouchou, ou le saké, ou nominalement identiques, la pratique du golf en France et au Japon par exemple, risque de conduire à identifier indûment des propriétés structurellement différentes ou à distinguer à tort des propriétés structurellement identiques. Et ce que Bourdieu veut dire ici,
Je sens qu'il y a 3 bourdieuxins dans la salle, avec une batte de baseball énorme, qui m'attendent au tournant. Là. Je dis ça avec beaucoup de modestie. Ce que Bourdieu veut dire, c'est que, et c'est en fait l'idée théorique de la distinction, c'est que en fait, toute pratique, tout bout, toute pratique, etc., n'a de sens que pris dans un système de relations au sein d'une société donnée. C'est-à-dire que, par exemple, si vous choisissez de vous habiller en Quechua, vous avez l'air d'un blaireau par rapport aux gens qui s'habillent en, je sais pas, en Uniqlo, par exemple. Si vous habillez en Uniqlo, vous êtes un blaireau par rapport aux gens qui s'habillent en, je sais pas, mais vous voyez l'idée, donc, la différence des chaînes, vous êtes toujours le blaireau de quelqu'un, vous voyez l'idée de la distinction, je ne vous refais pas la distinction. Évidemment, à Grenoble, cette chaîne est un peu, là, je ne ferai pas de blague sur les bouts des Bordelais pour des iguales, ça ne vaut pas la peine. Mais vous voyez cette idée, et donc l'idée c'est que comparer en fait, extraire de chaque société des pratiques, c'est extraire de chaque société des pratiques du système de relations dans lesquelles ces pratiques sont insérées, qui font qu'en fait on ne compare jamais quelque chose, on compare jamais en fait ce qu'il faut comparer. Pour Bourdieu, il faut comparer les systèmes de relations. Et en fait, comparer les systèmes de relations, c'est-à-dire comparer les sociétés. Et en fait, cette idée, elle est déliramment nationaliste méthodologique. C'est-à-dire que c'est une réification hallucinante de la société nationale. Vous voyez cette idée? Bon. Pardon? Quelqu'un a refusé. Ok. Je postuler que les pratiques sont insérées dans un système de relations et que ce système de relations, en fait, c'est la société française, c'est postuler qu'il y a un truc qui s'appelle la société française. C'est enfin, voilà. Or, cette idée qu'il existe un truc qui s'appelle la société française, c'est un truc qui fait sens dans la société des années 70, qui est la société qu'étudie Bourdieu, qui est une société très intégrée, très fermée, etc. Mais c'est quelque chose qui est quand même extrêmement discuté aujourd'hui. Je vais y venir. C'est quelque chose qui est extrêmement discuté aujourd'hui, parce qu'on étudie bien toutes ces logiques immigration, européanisation, multiculturalisme, toutes les logiques imaginaires de transnationalisation qui font que le postulat de cohérence de la société nationale est vachement plus fragile. Alors ici, je fais référence à un autre régional de l'étape, on fait référence à un autre régional de l'étape qui a fait tout un argument sur la fin de la société nationale, qui dérive aussi des travaux d'Alain Touraine de 1982, je crois, dans la RFS, sur une sociologie sans société, qui est toute cette idée que pendant toute l'après-guerre, la sociologie française, c'était la sociologie de la France, la sociologie allemande, c'était la sociologie de l'Allemagne, la sociologie italienne, c'était la sociologie d'l'Italie, etc. Et qu'à un moment, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on étudie tout un tas d'objets, sur l'économie, sur l'immigration, sur tout un tas d'objets, on a utilisé le cadre de la société nationale, pose tout un tas de problèmes, et nous mène à la critique de Wimmer et Guilschiller de 2002 sur le nationalisme méthodologique, qui est ce que je vous disais en début de mon introduction, sur le fait que les sciences sociales témoignent d'un très fort biais de nationalisme méthodologique, de prendre hyper au sérieux la société française, ou la société allemande, etc., d'étudier par exemple des choses comme l'intégration à une société, donc les immigrés qui viennent, qui s'assimilent, qui deviennent des Français, etc. Pour Wimmer et Guilschiller, c'est un truc, c'est déliramment nationaliste méthodologique, cette approche. Voilà. Et donc, Bourdieu était complètement passible de ça, et la critique qu'on fait en rigolant, c'est ce que disait Isabelle, et qui me volait mon argument, c'était de dire, mais toutes les sociétés se considèrent comme très particulières. Les Français croient qu'ils sont exceptionnels, les Allemands, c'est une zone d'Orwell, etc. Enfin, vous pouvez faire toutes les sociétés comme ça, qui croient tous qu'elles sont très particulières, complètement incomparables par rapport aux autres. Et bon, en fait, c'est une idée qui est un peu... Voilà. Vous avez compris l'idée, je vais passer assez rapidement à la transition qui nous amène au problème de l'unité d'analyse pertinente. Voilà. Donc la deuxième critique sur laquelle on voulait revenir, c'était celle d'une dispensabilité de la comparaison. Donc l'idée... ça me perturbe là, c'est pas le même affichage ici. La comparaison, en fait on peut se demander si la comparaison est vraiment nécessaire, parce que je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais elle ne fait même pas partie du canon des enseignements méthodologiques. Et on sait qu'on a des très bons livres sur l'approche comparée, etc. Et si on regarde les grands manuels de sciences sociales, donc ici le Oxford Handbook on Social Research Methods, bon, là on ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, si on regarde toutes ces...
le contenu, en fait, il n'y a pas un mot sur la comparaison. On peut se demander en fait si elle est vraiment nécessaire. Donc, pourquoi comparer et pourquoi ne pas étudier simplement le cas français ou aux États-Unis où il y a pas mal de chercheurs qui se posent la même question et on se demande souvent pourquoi ne pas se contenter finalement d'étudier les États-Unis qui sont sur le sentier de modernisation le plus devant et finalement quel est l'intérêt d'aller s'intéresser à des sociétés qui sont en retard par rapport au cas américain. Et ça pose le problème de l'échantillonnage. Finalement, pourquoi la France ou pourquoi les États-Unis serait-il un cas théoriquement intéressant? En fait, ça pose le problème de ce qu'on on propose d'appeler l'espace de comparabilité. Et là, l'idée, c'est de dire que par rapport à la critique du discontinuisme, en fait, une posture moins radicale que de dire on ne pratique pas la comparaison, c'est de se questionner sur l'espace des cas potentiellement comparables. Et en fait, finalement, ça dépend vraiment des questions de recherche et ça dépend aussi des périodes historiques. Et par exemple, là, l'argument qu'on entend souvent aux États-Unis sur le fait que ça suffit de travailler sur les États-Unis, c'est un argument qui s'intègre vraiment dans une perspective d'analyse de théorie de la modernisation qui est très guerre froide et qui est historiquement datée. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs trajectoires possibles. Et puis, de toute manière, ça dépend du sujet. Si on veut travailler sur les politiques d'austérité, le cas stratégique, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Grèce aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense que vous avez saisi. Donc, du coup. Et c'est pas la France non plus. Donc, l'idée d'une stratégie de sélection des cas inspirée par une question de recherche a priori, c'est d'abord d'identifier son espace de comparabilité et ensuite de sélectionner des cas stratégiques. Et donc, bon, là, je ne reviens pas trop dessus parce que justement, il y a des livres, des manuels de comparaison qui l'expliquent bien, mais bon, c'est l'idée de Gary de sélectionner le cas parangon, le cas d'Elian, etc., selon sa démarche. Et donc, si on adopte cette logique de sélection des cas déductive stricte, en fait, l'implication, c'est qu'on pourrait se retrouver à étudier de moins en moins la France, ou d'ailleurs de moins en moins les États-Unis. Et il y a des chercheurs qui observent, en tout cas, moi j'ai vu ça en histoire, que l'espace de comparabilité est de moins en moins centré sur le monde occidental parce que justement avec la mondialisation, la circulation, les phénomènes de convergence qu'on observe par rapport à pas mal de choses, peut-être qu'il devient de moins en moins intéressant de comparer la France et l'Allemagne et peut-être que ça devient de plus en plus nécessaire de s'intéresser à d'autres pays dont on est moins familier et qui sont moins facilement accessibles. Donc si au contraire on décide de sélectionner la France a priori comme cas, je dis la France, mais bon, en gros, c'est des cas qui sont ancrés dans le contexte français, c'est pas forcément au niveau national. Il se pose un dilemme. Alors, soit on décide, dans ce cas-là, ça implique de n'étudier que les objets pour lesquels la France est un cas stratégique. Donc, c'est une sorte de logique déductive inversée. On peut se dire, pour quel sujet la France est-elle un cas stratégique? Et ça arrive souvent, parce qu'on est tous dans le cas qu'on a des... déjà qu'on ne parle pas toutes les langues. Moi, par exemple, j'ai fait ma thèse dans un collège doctoral franco-allemand. Je savais, avant de choisir mon sujet de thèse, que j'allais comparer la France et l'Allemagne. Donc, il fallait trouver a posteriori des raisons de le faire. Ou alors, on peut évacuer complètement la contrainte d'échantillonnage théorique, sélectionner des objets pour lesquels la France n'est pas un cas théoriquement justifié pour toutes les mauvaises raisons. Donc, les mauvaises raisons, la demande sociale, les financements, le fait qu'on a des données, qu'on a des facilités d'enquête, le confort linguistique, etc. En espérant parvenir à trouver une pertinence à la comparaison a posteriori, avec le risque qu'il n'y ait pas de pertinence même a posteriori. Voilà. Donc le fait, finalement, quand même une vertu de la comparaison internationale, à nos yeux, c'est que souvent si on travaille sur son pays à soi, on ne se pose pas nécessairement la question de pourquoi est-ce qu'on a choisi ce cas. Le fait de pratiquer la comparaison internationale, ça paraît bête, mais c'est quand même important, c'est la base de choisir un cas qui correspond à sa question de recherche. On est forcé à le faire quand on pratique la comparaison internationale. Et en tout cas, à se questionner sur la logique du sampling. Voilà. Donc j'en viens, parce qu'il me reste plus de temps en fait, au troisième argument, que je peux expliquer facilement et rapidement, sur la nocivité de la comparaison. Donc ça va encore plus loin et de dire que la comparaison est nuisible. Et donc là, encore une fois, il y a deux déclinaisons de cet argument-là. Donc là, d'abord, l'argument du contexte, des dérives normatives de la comparaison,
parce qu'on sait très bien, il y a les travaux par exemple d'Isabelle Bruno, mais elle n'est pas la seule à travailler là-dessus, que la comparaison est utilisée par ceux qui font les politiques publiques et par tous les acteurs pour objectiver des différences et des similarités, et par là, elle revêt une connotation normative, potentiellement normative. Donc on connaît les pratiques de benchmarking, la collecte de données qui sont mises à disposition des chercheurs par l'OMC, par l'OIT, etc., par l'Union européenne. Ces données se prêtent à une instrumentalisation potentielle. Je ne vais pas trop développer là-dessus parce que ça va être brillamment développé par Sébastien dans 5 minutes. Et donc il y a des biais liés d'abord aux sources disponibles, parce que finalement on est obligé de faire avec les sources mises à disposition par tous les chaque État. Encore une fois, c'est les biais aussi des grandes bases de données dont on ne sait pas bien comment elles sont constituées, etc. Et les dérives possibles, donc les risques d'instrumentalisation, même si à ce titre on peut se demander s'il existe une science qui ne s'expose pas à ces risques-là. Et donc le deuxième argument, on va répondre aux deux arguments ensemble, donc c'est pour ça que là je l'expose juste, c'est l'argument d'une dilution de la qualité des données au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de cas. Donc là c'est juste un exemple, c'est la recension du livre de Gilles Pinson par David Guéranger qui dit « Plus qu'un choix délibéré d'ailleurs, je verrai dans ce mode d'exposition et de démonstration une conséquence mécanique du nombre et de la variété des terrains. » Donc là l'idée c'est simple, c'est de dire que la comparaison, donc le fait de traiter plusieurs cas, induit une dilution de la qualité des données et de l'analyse qu'on peut faire d'un cas. Une monographie est nécessairement plus fouillée, et en gros, si avec un cas ou deux cas, c'est peut-être encore possible de se rendre sur le terrain, de collecter soi-même ces données, de parler la langue, de consulter la littérature dans le pays, etc. Mais à partir du moment où on traite, comme ça arrive souvent, 50 cas, où là on avait l'exemple d'un collègue recruté récent qui traitait, qui avait obtenu un financement récemment pour analyser la corruption dans 139 pays. 139. Et donc, bien sûr, il ne peut pas collecter ces données lui-même, donc il réalise un sondage d'experts. Donc, l'idée, c'est de dire qu'une monographie est nécessairement plus fouillée que deux monographies, et même, après, plus on augmente le nombre de cas, plus les données sont superficielles, avec tous les biais et les problèmes que ça peut poser. Et donc l'unité d'analyse pertinente pour produire des données, enfin l'unité idéale serait la monographie. Donc finalement, je vais passer vite. Il nous semble qu'on peut répondre de deux manières. Donc d'une part, il y a une espèce de... On revient un peu au débat presque ontologique dont on a parlé au début de la présentation, et ça dépend aussi un peu de l'approche qu'on a, même si ça ne satisfait pas complètement. La réponse dépend de l'orientation épistémologique de base, mais c'est quand même un peu vrai. Et ensuite, deuxièmement, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'est que la comparaison n'est pas qu'une... après, il y a aussi le fait de dire, on peut aussi décider qu'on passe 2 fois plus de temps sur un projet et traiter 2 cas, ou de travailler en équipe, par exemple. Enfin, on n'est pas toujours à ressources constantes. Et surtout, ce qu'on voulait dire, c'est que la comparaison n'est pas qu'une heuristique ou un moyen, une technique pour déceler un cas stratégique, mais un moyen unique d'éviter l'écueil de l'ethnocentrisme. On sait que quand on pratique la comparaison, c'est toujours un choc théorique, méthodologique, intellectuel et politique. Et finalement, peut-être que le meilleur moyen de s'extraire des problèmes dont tu vas parler, Sébastien, de biais normatifs, c'est précisément de pratiquer la comparaison pour prendre conscience des enjeux normatifs et du contexte normatif et politique de la position de la science dans notre pays. Voilà. Je te laisse conclure en 2 mots. Je crois que tu as conclu de manière magistrale. On va te